Nous allons tout d'abord démarrer la présentation par du coup une intervention de l'ARS, la délégation territoriale de la Mayenne, notre partenaire. Comment je fais l'introduction? Je vous remercie dans un premier temps de participer à ce webinaire. Donc effectivement, nous avons souhaité lancer un webinaire autour du panais sauvage. Il n'est pas renseigné comme une des espèces exotiques envahissantes au sens dans le Code de la santé publique. Néanmoins, il y a eu plusieurs signaux qui ont montré qu'il y avait un enjeu sanitaire avec ce panais qui peut provoquer des brûlures. Et donc, on a eu des épisodes de brûlures, notamment un épisode en Mayenne où il y a eu des graves brûlures. Et il nous a paru intéressant, et notamment suite à des sollicitations de collectivités pour en savoir plus et être mieux accompagnés, de creuser le sujet, puisque notre rôle à l'ARS, c'est d'identifier les signaux, évaluer les risques sanitaires et accompagner et sensibiliser les acteurs du terrain pour justement mettre en place des actions de prévention. Donc l'objectif de ce webinaire, c'est effectivement de faire des retours d'expérience, donner des informations sur le panais et puis vous donner des recommandations de prévention et de gestion. Donc voilà, ça sera l'occasion de vous parler du panais et de ses risques sanitaires. Donc j'espère que vous aurez une bonne écoute et que cela répondra à vos questions. Je laisse la main à Paulinis pour le webinaire. Merci. Merci. Donc avant de vous parler du panais, je vais juste vous présenter très brièvement l'association Polénis. Notre ADN, c'est vraiment de protéger ensemble le végétal pour préserver la santé de tous. Bon, vous savez qu'on est dans un contexte de changement climatique, d'évolution des espèces. Et au niveau de Polénis, nous agissons pour la nature en protégeant le végétal, avec une approche One Health. Donc là, on est bien dans ce cas aujourd'hui avec des espèces à enjeu pour la santé, en déployant des solutions concrètes, locales, puisqu'on est au niveau régional, qui impliquent des acteurs publics, des citoyens, des professionnels, et aussi avec des bénévoles, parce qu'on a des groupes de bénévoles qui peuvent aider à faire des chantiers, par exemple, de gestion des nuisibles. C'est une association, Polénis, qui est reconnue organisme à vocation sanitaire dans le domaine du végétal, donc pour la région. Et nos missions s'articulent sur un triptyque: la prévention, la surveillance et la gestion des espèces. Donc prévenir, c'est vraiment en amont, sensibiliser, accompagner, former à des pratiques responsables et durables. C'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. On est en train de sensibiliser vis-à-vis du panais brûlant. La surveillance, c'est vraiment le contrôle et le diagnostic du végétal, sanitaire du végétal, pour détecter et suivre des dangers phytosanitaires et des bioagresseurs. Et la gestion des espèces, on la fait toujours dans le cadre de la protection de la biodiversité et des équilibres naturels, avec des plans de gestion et de régulation des espèces. Donc, au niveau de l'association, on a plus de 5000 adhérents, avec des bénévoles piégeurs actifs, plus de 2000, et avec des collectivités adhérentes et 6 sites dans la région. Donc, je vous ai dit qu'on était organisme à vocation sanitaire. On est aussi accrédité ISO 17020 pour les activités d'inspection. On est un des seuls organismes qui est à la fois OVF et qui a l'agrément au titre de la protection de l'environnement et qui est partenaire engagé pour la nature. Et on a également reçu une nomination lors de l'European Bee Award pour notre plan Vest Action de lutte contre le frelon asiatique. On a 2 pôles au niveau de Polénis, le pôle santé du végétal avec des missions d'inspection qui sont en délégation de l'autorité compétente. C'est pour ça qu'on est accrédité 17020. Par exemple, pour le charançon rouge du palmier que vous voyez en haut de la diapositive, qui fait des petites indentations au niveau du palmier, mais qui peut supprimer carrément toutes les palmes. Et puis, on fait aussi de l'inspection privée avec des demandes adaptées à ce que nous demandent les professionnels. On a une activité d'épidémiosurveillance en arboriculture, en ornement et en jardin espace vert, où on rédige des bulletins de santé du végétal pour informer les différents acteurs des bioagresseurs et des conditions favorables à leur développement.
Et puis, on suit les effets non intentionnels par des suivis de population de vers de terre, de flore, de coléoptères, d'oiseaux et d'itinéraires techniques. Et ce sont des données qui sont concaténées au niveau de la France, où il y a 500 parcelles, pour suivre les grandes tendances de potentiels effets non intentionnels des produits phytopharmaceutiques. Nous avons également, c'est le cadre de ce qu'on fait aujourd'hui, une gestion des conventions avec l'ARS, où nous travaillons sur l'ambroisie et la berce, et où nous faisons partie du dispositif Phytosignal. Au niveau du pôle biodiversité et territoire, il y a des plans d'action qui sont faits, c'est des plans d'action collectifs pour la santé publique à destination des collectivités. Donc là, vous voyez deux exemples. L'exemple de Vespaction, qui est un plan de gestion du frelon asiatique, où vraiment on implique les différents acteurs, les citoyens, les mairies, nous, polénistes, qui faisons le lien avec les différents acteurs et des entreprises qui sont agréées pour avoir des pratiques qui respectent la biodiversité. Et puis, vous avez un autre exemple, par exemple, de gestion d'un foyer de datura qui avait envahi une zone où il y a des chantiers d'arrachage collectif et de suivi dans le temps pour éviter les repousses. On a également des chantiers de lutte collective contre les chenilles phytophages et urticantes, donc la processionnaire du pin et du chêne, avec, pareil, des actions de prévention, de surveillance et de lutte. Et puis des actions de démoustication de confort avec des prospections, des analyses, des déclenchements de traitements, avec des traitements qui sont toujours localisés et vraiment au bon moment, au moment où il y a le seuil qui est atteint, et des contrôles d'efficacité et des captures. Vous voyez un de nos collègues qui est en train de capturer des femelles sur ses mollets. Donc maintenant, pour entrer dans le vif du sujet de ce jour, donc le panais brûlant. Effectivement, comme le disait tout à l'heure donc Pauline Baron de l'ARS, ce sujet est venu en fait du terrain des collectivités. Plus récemment, en fait, où on se disait que oui, il y avait des cas de brûlure, notamment au niveau des agents, des techniciens des collectivités. Et en fait, ces cas de brûlure remontent même quand on a recherché un petit peu dans l'historique, pour le coup mayennais, que ça remontait à 2018 avec des cas au niveau aussi des personnes, des gens du voyage sur une aire d'accueil le long du halage. Et donc, il y avait vraiment une demande de sensibilisation, voire même de formation des agents des collectivités. Quand un nouveau technicien arrive, et comment est-ce qu'on le forme, comment est-ce qu'on l'informe de ce panel brûlant. Et donc, l'idée a été de proposer ce webinaire aux collectivités et de l'élargir du coup à toute la région Pays de la Loire. Et donc, nous passons aussi, j'en profite pour remercier VG Police, puisque nous passons par leur plateforme Teams pour ce webinaire ce matin. Voilà. Donc, je vais laisser maintenant la parole à Alain. Ah oui, je ne me suis pas présentée, donc moi, c'était Francine Gatinel. Oui, c'est ça, présentons-nous. Alain Bulto, moi, je suis chargé des expertises environnementales et biodiversité. Donc, n'hésitez pas d'utiliser le chat pour toutes les questions précises concernant cette plante particulière. Ce matin, donc, on va faire un petit focus spécifique sur le panais brûlant. J'ai mis discrète. C'est vrai que la difficulté, et souvent c'est le cas pour toutes ces espèces, c'est que la personne agisse sans se rendre compte de ce qu'elles ont en face d'elles. Et c'est là qu'arrivent les problèmes parce qu'elles ne sont pas équipées face aux dangers qu'elles ne soupçonnent même pas. Et donc c'est très proche du panais cultivé que vous pouvez acheter au supermarché. D'ailleurs, c'est la même espèce, c'est la même variante. Donc, je vous laisse regarder une apiacée, une plante bisannuelle. Elle va monter jusqu'à 1 mètre, un peu plus d'1 mètre de hauteur, avec une belle floraison. On va rentrer dans les éléments qui vont vous permettre de connaître le panais et le spécifiquement panais brûlant, et puis aussi de pouvoir le repérer. On va passer à la slide suivante. Vous voyez les types. Alors, c'est une espèce qui va être discrète, puis qui est très, adaptable. En plus,
elle va d'autant plus disparaître qu'elle s'adapte au type de gestion qu'on peut avoir dans les collectivités. Donc, vous allez l'avoir sur les bords de route, les ronds-points, les aires d'accueil. Le plus souvent, elle est mélangée avec d'autres plantes. Sur la photographie en haut à droite, on voit le moment où elle est le plus détectable, ou la deuxième, c'est quand elle fleurit. Donc, mais c'est toute la problématique, c'est que, on va y revenir, c'est pas tellement de pouvoir la détecter, mais c'est de pouvoir caler ce type de gestion en fonction des usages et de la proximité avec l'humain, en fait, pour faire simple. Dans beaucoup de cas, elle ne pose aucun problème, puisqu'effectivement, il n'y a pas de cas avérés de brûlure, en l'occurrence, puisqu'elle va disparaître quand on va faucher le bord de route, et il y a peu de chances qu'elle côtoie quelqu'un en bord de route. Et comme c'est mécanisé avec des engins lourds, la personne qui est dans son tracteur n'aura même pas conscience, elle n'aura même pas les conséquences, elle ne sera pas en contact avec la sève de cette plante. On va avancer un peu. Alors, ce n'est pas une plante exotique envahissante. Pour nous, elle est présente dans toute l'Europe. Je vous le dis, elle fait partie, c'est une des variantes de tout ce qui est les espèces de panais. Et je tiens d'ailleurs à préciser, on le reprécisera encore, mais tous les panais ont la même problématique. Si vous en cultivez dans vos jardins, il est conseillé aux jardiniers amateurs qui aiment bien manger du panais, lors de la récolte, de faire effectivement les mêmes précautions que pour l'espèce spécifique plus brûlante, mais tous les panais ont la même problématique et le même caractère brûlant de leur sève. C'est pour ça qu'on parle plus d'un risque spécifique pour les professionnels. Moi, j'ai quelques cas où souvent c'est lié à la méconnaissance qu'il y a à l'espèce quand on travaille, mais surtout, même chez le professionnel qui va travailler avec une débroussailleuse, ça va être les éclats. Les éclats qui vont être ventilés, et c'est à ce moment-là que effectivement la sève peut rentrer en contact avec toutes les parties de la peau qui seraient susceptibles d'être touchées par les différents éclats. Et puis évidemment, la difficulté, mais on va le redire plusieurs fois aussi, c'est la méconnaissance pour les jardiniers amateurs et la difficulté à leur prendre conscience du risque, d'où l'importance pour les collectivités de bien localiser les secteurs concernés. Le cycle biologique est assez classique, pour une bisannuelle, et vous allez pouvoir la détecter facilement, parce que même si elle est discrète, lors de la floraison. C'est le moment où ça va être le plus facile à détecter. En sortie d'hiver, souvent en bord de route ou autre, elle est toute petite, elle va être mélangée avec d'autres plantes, donc à ce moment-là, on ne la voit pas. Elle peut former des groupes assez importants le long d'une voirie, mais pas si importants que ça. Donc l'idée, c'est vraiment d'attendre la floraison pour être sûr de ne pas se tromper et effectivement de bien la repérer à ce moment-là. Et d'éviter la grenaison si on veut gérer toujours le même système, que ce soit pour n'importe quelle plante exotique envahissante aussi, c'est d'éviter qu'elle ne se reproduise et d'éviter que le stock en graines augmente. Alors, comment reconnaître le panais brûlant ? Quand il est petit, vous le voyez, on a mis des photos de feuilles. C'est pas là où on le reconnaîtra le plus facilement. On le reconnaîtra principalement à l'arrachage, mais faut-il encore le chercher ? Il y a aussi l'odeur. Sauf s'il y avait des questions plus précises, botaniques sur cet aspect-là, mais ce n'est pas ça qui vous permettra de reconnaître. J'insiste particulièrement sur le côté floraison, parce que là, comme vous le voyez, c'est très atypique. Elle est jaune. Donc effectivement, on voit en début de printemps sortir les carottes sauvages, sortir plein d'autres ombellifères, enfin apiacées maintenant. Et la grosse différence, c'est qu'elle va être jaune. Et vous voyez, ça forme des belles bouillées comme ça. Et c'est là, vous êtes sûr de ne pas vous tromper, et là, vous pouvez la reconnaître vraiment très facilement. Après la floraison, effectivement, à ne pas laisser fleurir, mais quand elle est à un stade plus avancé, vous voyez les petites graines qu'elle peut faire. Et effectivement, chaque plante, 1000 graines, ça peut être beaucoup plus pour certaines autres espèces, mais c'est déjà beaucoup. Et effectivement, c'est ça qu'il faut éviter.
Elle ne va pas forcément être d'une dynamique forte de dissémination, mais d'autant qu'elle n'est pas adaptée aussi elle est décalée par rapport aux logiques agricoles. Elle pose moins de problèmes pour les agriculteurs parce qu'effectivement, elle va être dérangée par les pratiques agricoles classiques, notamment le labour et autres, et donc elle n'aura pas forcément les mêmes périodes et les mêmes logiques d'installation. Vous allez les retrouver en bord de champ, mais pas directement dans les champs. Donc il y aura potentiellement des pertes de rendement, mais pas énormes. C'est pas vraiment ça, la logique n'est pas vraiment agricole. Elle peut avoir une problématique sur la logique élevage. On va y revenir. Donc, je le répète, ce n'est pas une espèce exotique envahissante, elle est bien de chez nous. Elle est spontanée en Pays de la Loire. Elle fait l'objet d'un classement. Elle n'est pas effectivement en danger particulier. Je dirais qu'elle aime bien effectivement des températures assez chaudes. Et vous le voyez surtout des présences en humidité moyenne. Vous ne la trouvez pas en bord de rivière, par exemple. Milieu humide, rivière, elle n'aime pas. Par contre, vous allez vraiment la trouver, oui, rond-point, bord de route, bord de chemin, et potentiellement bord de chemin de randonnée, ce qui peut là poser problème. On reviendra sur l'usage. Il faut vraiment mettre en lien présence, espace localisé, et quels vont être les usages de proximité. La grande confusion, effectivement, c'est avec les autres panais. Alors, effectivement, quand vous en semez pour les récolter dans votre potager, vous voyez vraiment où c'est situé, mais en espace naturel, c'est pas là que vous aurez de confusion. Je le répète, même pour le jardinier amateur, qu'il fasse attention à la récolte. Je préconise de récolter pas lors des journées nuageuses, non ensoleillées, et de prendre les mêmes précautions d'équipement de protection individuelle pour arracher. Après, une fois qu'il en est à ramasser ses bulbes, enfin ses racines, c'est pas les bulbes, c'est des racines. Quand il est au niveau racine, il n'y a plus de problème. C'est vraiment la sève et sur les parties aériennes. Les confusions, vraiment, c'est avec le fenouil. Et là, revenez à la feuille, c'est-à-dire que moi, je reconnais très facilement le fenouil quand je me balade. C'est vraiment ces petites feuilles très filiformes, très graciles. Et ça, vous l'avez pas sur le panais. Et puis, pour les autres, c'est vraiment la couleur des fleurs. Toutes les autres confusions possibles d'un point de vue végétatif, à partir du moment où ça fleurit, il n'y a pas de souci. Notre panais, c'est jaune. Merci. Alors maintenant, on va parler donc des risques. Alain vous en a déjà un petit peu parlé. Effectivement, les risques avec le panais brûlant ou panais sauvage urticant, ce sont donc les brûlures. Et comme tu le disais, on peut retrouver aussi ces risques de brûlure avec les variétés alimentaires cultivées. Et on ne s'en rend pas compte tout de suite. C'est ça la difficulté. En fait, c'est la sève, comme le dit Alain, qui contient des substances photosensibilisantes. Donc, ces substances, en fait, elles vont être, les réactions vont s'aggraver sous l'action de la lumière, sous l'action du soleil. Donc, c'est vraiment la lumière du soleil, la lumière qui va renforcer les réactions cutanées des zones touchées par la sève. Ça peut représenter des brûlures très conséquentes, des brûlures allant jusqu'au second, voire 3e degré. Sur une durée au moins de 3 semaines. Des brûlures, donc certes peu esthétiques, mais surtout très douloureuses. Donc on aura l'occasion d'en reparler juste après. Et c'est des brûlures qui, pour certaines, sont finalement à l'identique de la berce du Caucase pour celles et ceux qui connaissent cette plante exotique envahissante. Donc voilà, c'est les mêmes substances photosensibilisantes qu'on retrouve dans la sève. Donc, je vous ai mis des photos. Je les mets rapidement parce que voilà, les photos parlent d'elles-mêmes sur les douleurs que ça peut provoquer. Donc, je passe du coup maintenant sur toujours ces impacts sanitaires. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, cette sève est inodore, est incolore. Donc, on ne pourra pas autant quand on froisse les feuilles, alors les froisser avec des gants, bien sûr, mais quand on froisse les feuilles, on va avoir une odeur de panais. Autant la sève, on ne la sentira pas et on ne la verra pas.
Donc, c'est la peau qui, après contact, va devenir rouge, gonflée, avec un pic de ces symptômes qui va apparaître un petit peu plus loin dans le temps, donc entre 30 minutes et puis à partir de 30 minutes, pardon, et puis jusqu'à quelques heures. Et puis donc des symptômes qui vont durer sur plusieurs semaines, une peau qui va également, au fur et à mesure des semaines, va devenir plus brune pendant plusieurs semaines, plusieurs mois après pour la cicatrisation de la peau. Et puis, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on peut déclencher de nouveaux symptômes des années plus tard, même sans contact, même sans nouveau contact avec la sève. Donc là aussi, il faudra rester vigilant en fait sur l'exposition à la lumière. Avec une population aussi à risque, c'est les enfants, puisqu'il y a eu des cas en fait d'enfants qui voulaient jouer avec, enfin qui quand ils se baladent, du coup, vont pas forcément faire attention, la voir, et puis ils sont plus petits aussi, comme Alain disait, elle va jusqu'à 1 mètre de hauteur, donc voilà pour cette particularité. Alors, les impacts agricoles, donc effectivement, le panais ne va pas affecter donc le rendement des cultures, puisque les systèmes conventionnels agricoles, par leur travail du sol, vont faire que le panais ne peut pas s'établir. Par contre, dans les prairies, là où il y a les pâturages des animaux, c'est là où effectivement il va pouvoir se disperser. Donc il va y avoir un léger impact, notamment sur la qualité du fourrage, donc une réduction de la qualité de ce fourrage, et puis également sur les animaux d'élevage où il est observé une réduction du poids et de la fertilité. Donc pas vraiment toxique en tant que tel, mais plutôt sur la perturbation du développement des animaux d'élevage. Donc ça, c'est ce qui a pu être retrouvé notamment dans la littérature québécoise, dans les articles agricoles québécois. Alors, pour la suite, donc aujourd'hui, nous n'avons pas en direct le témoignage de la personne qui avait été brûlée donc en Mayenne et qui avait déclenché une vigilance de notre part, de la part de l'ARS et de la part du conseil départemental, puisqu'effectivement, c'est un cas de brûlure suite à une promenade sur le chemin du halage de la rivière la Mayenne. Mais donc, cette personne était donc tout à fait d'accord pour que l'on se rencontre et que je puisse retranscrire donc nos échanges lors de ce webinaire. Donc, je vais vous faire la lecture de son témoignage. Donc, les cas des brûlures qui va vous être présenté remontent à l'été 2022. La personne concernée s'appelle Madame Brigitte Duchesne. Donc, j'ai pris contact avec Brigitte tout d'abord au mois d'août 2022, donc suite à une information transmise à Polénise via l'ARS. Donc, la délégation territoriale de la Mayenne de l'ARS avait reçu un signalement de l'hôpital de Laval et plus particulièrement du service d'accueil des urgences. L'objet de ce premier échange avec Brigitte était de recueillir son témoignage pour la newsletter Biodive et Santé. Elle souhaitait également que son expérience serve de message de prévention, message qu'elle continue de faire passer lors de ses sorties de marche le long du halage de la rivière la Mayenne. Lors de ce premier échange, les séquelles étaient encore présentes et le souvenir de la douleur toujours là. Elle m'avait même confié avoir eu de la difficulté à dormir pendant 6 jours à cause de la douleur, malgré les puissants antidouleurs qui lui étaient prescrits toutes les 6 heures. J'ai ensuite repris contact avec Brigitte 3 ans après, à l'occasion de ce webinaire. Donc cette fois-ci, elle m'a chaleureusement invitée à venir chez elle et ensemble, nous avons pu retracer donc, le déroulé de cet événement. Le jeudi 14 juillet 2022, il fait chaud. On vit à cette période un épisode caniculaire. Elle avait prévu de passer les festivités de la fête nationale en invitant des amis le soir même. Donc, en vue des préparatifs qui l'attendaient, elle décide de sortir plus tôt pour effectuer sa marche le long du halage de la rivière la Mayenne. Il est 7h30. Elle sort en tenue de marche et comme précisé juste avant, il fait chaud, donc elle est en short. Ce matin-là, il y a beaucoup de vélos sur le halage. Les cyclistes roulent à vive allure. Elle passera donc une bonne partie du trajet à se ranger sur le côté droit, dans les hautes herbes. Elle revient vers 9h et jusque-là, aucun symptôme ne paraît. À partir de 15h, apparaîtront de petites pustules, puis au fur et à mesure, des cloques plus grosses, mais sans douleur jusqu'alors.
Elle décide de laisser passer la soirée en se disant que ça ira mieux le lendemain. Le 14 juillet au matin, aucune amélioration, elle se rend donc à l'hôpital de Laval. On la questionne, ne comprenant pas encore l'origine de ses symptômes. On lui en demandera même si elle n'a pas reçu des projections d'huile. C'est finalement une amie qui la mettra sur la piste d'une possible brûlure liée à la berce du Caucase, en lien avec la marche effectuée et le côté droit de son corps uniquement touché. Aux urgences, des photos sont envoyées à Angers auprès d'un dermato. Il lui sera prescrit la pose de tulle gras. Elle rentrera chez elle en fin de journée. Mais cette histoire ne s'arrête pas là. 4 jours après, les brûlures ont évolué. Elles se sont infectées. Dès lors, elle sera transférée au service des grands brûlés de Nantes. La douleur sera à ce moment insupportable en lien avec des brûlures de 3e degré. Ce service lui témoignera de n'avoir encore jamais vu un cas aussi sévère lié à cette plante. S'ensuivra une période de 15 jours à 3 semaines de soins infirmiers quotidiens entre sensations de démangeaison et brûlures, des plaies particulièrement infectées au départ qui suintent, de la peau qui se décolle. Il lui sera également préconisé de ne pas exposer les zones brûlées au soleil pendant 2 années. Côté pollénise et parallèlement sur le terrain, aucune berce du Caucase n'a été observée sur le bord du halage, mais bien cette fameuse plante qui vous est présentée ce matin, donc le panais brûlant. On en avait déjà entendu parler sur la commune de Saint-Berthevin, où elle a fait parler d'elle en 2018 au niveau de l'aire d'accueil des gens du voyage qui avait dû être fermée. Côté gestionnaire, il s'agit donc du conseil départemental de la Mayenne. Donc, dès les premières informations et échanges, un balisage de la zone de panais ainsi qu'un affichage ont été rapidement effectués, suivis d'une intervention de gestion. Aujourd'hui, et fort heureusement, Brigitte n'a plus aucune trace ni cicatrice de ses brûlures. Elle ne s'est toujours pas exposée au soleil, attend encore un peu. Sa peau est un petit peu plus fine au niveau des zones brûlées. Elle a remarqué que par grand froid, notamment après une marche en extérieur par exemple, le contour de ces zones réapparaissait. Donc, lors de ces marches, Brigitte continue de communiquer sur les risques liés à cette plante en discutant avec les propriétaires riverains ou à des agents qu'elle croise à l'appui de ses photos. Sa plus grande crainte repose sur le fait qu'à sa place, si un enfant avait été dans ces autres herbes et vu sa taille, les conséquences auraient été d'autant plus dramatiques. Donc c'est avec un réel plaisir que j'ai discuté avec Brigitte. C'est une femme dynamique et pétillante. Donc j'étais vraiment ravie de la rencontrer, de voir qu'après ces 3 années, cette douloureuse mésaventure est maintenant derrière elle. Et je la remercie aussi du fond du cœur pour son accueil et ce partage d'expérience. Je vais vous passer les photos du coup juste après et je vous préviens parce qu'elles sont effectivement un petit peu plus dures à l'image que celles précédentes. Donc, ce sont ces photos également, je la remercie pour le partage de ces photos et son autorisation. Donc, vous allez voir comment est-ce qu'elle a été atteinte par le panais brûlant lors de cette marche, comme je vous l'expliquais. Donc, voilà pour ce témoignage. Alors, du coup, que faire effectivement maintenant en cas de contact avec de la sève de ce panais brûlant et de la sève de n'importe quel panais, voire de la sève de la berce, si ça pouvait être de la berce du Caucase. Effectivement, l'idée, c'est de surtout pas frotter, mais d'enlever cette sève le plus rapidement possible avec un papier absorbant. De bien rincer la surface de la peau atteinte avec de l'eau claire, voire additionnée de savon, et bien se laver également les mains. Et il faut aussi penser à tout ce qui peut être contaminé par cette sève pour éviter de s'en remettre. Donc enlever les vêtements ou les objets qui auraient pu toucher la sève et également les laver pour éviter de se recontaminer. Si c'est les yeux qui ont été atteints notamment par des projections lors d'interventions de gestion, notamment par du débroussaillage par exemple. Donc là, eux aussi, il faudra bien les laver abondamment à l'eau claire et penser aussi du coup à porter des lunettes de soleil pour réduire l'exposition au soleil et à la lumière. Et éviter l'exposition au soleil pendant 1 à 2 jours par précaution. Même plus, par précaution. Voilà. Donc ne pas exposer les zones atteintes à la lumière. Pour justement ne pas s'exposer, porter des gants, des pantalons et vêtements à manches longues, donc des vêtements couvrants, et puis éviter toute nouvelle exposition pendant une semaine. Et enfin, utiliser donc un écran solaire avec un indice le plus élevé possible pendant 6 mois, même si la peau paraît normale. Et puis, bien évidemment, si vous avez des brûlures de second degré, si vous avez des cloques, des ampoules, donc là, il faut aller consulter un médecin ou se rendre aux urgences.
Donc, on le rappelle, lors de toute intervention, se protéger. Une fois qu'on a reconnu cette plante et qu'on souhaite intervenir, voilà, cette plante contient des produits photosensibilisants. Donc, intervenir si possible par temps nuageux et puis se protéger la peau. Donc, des gants étanches, des vêtements couvrants, des lunettes de sécurité, des bottes en caoutchouc. Puisque ces accidents en lien avec cette plante, hein, notre peau quand elle est exposée à la sève, hein, c'est parce que soit on n'a pas reconnu cette plante, soit on ne la connaît pas, donc avec des projections, de la dispersion par des éclats des tiges et des feuilles. En fait, pour les agents des collectivités, ce que je conseille, c'est un petit peu à l'instar de quand vous vous protégez pour des traitements en lien avec l'application de produits phyto. Un traitement avec combinaison, bottes, gants, lunettes. Donc là, c'est un petit peu pareil finalement. Il faut se protéger, ne pas fumer en même temps, ne pas boire et puis prendre une douche après l'intervention. Et puis quand on doit téléphoner, aller aux toilettes, fumer sa clope, et ainsi de suite, c'est pareil, on prend le temps d'enlever les protections, de faire ce qu'on doit faire et de les remettre après. C'est souvent ça les conseils en chantier. Moi, j'ai un exemple sur le Panay que j'ai trouvé d'un jardinier amateur, et toute la difficulté, c'est la reconnaissance. Il a voulu nettoyer un pied de haie. Il y avait sans doute du panais, certainement d'ailleurs, puisqu'il a été touché. Et il ne l'a pas reconnu, et c'était l'été. Il avait bien des gants, mais il était en t-shirt et short. Et ça n'a pas été ça a été jusqu'à des petites vésicules, des petites cloques. Ça n'a pas été aussi grave. Alors, les cas sont peu nombreux, mais très, très traumatisants et dangereux. Donc, à avoir conscience, surtout pour les professionnels qui, eux, ont plus de chances d'être en contact avec la plante. Donc là, sur la photo juste après, alors pourquoi est-ce que ça ne paraît pas? Voilà. Là, vous avez donc les protections qui étaient utilisées par les personnes là, du département en charge de l'arrachage, donc en 2022, avec un balisage de la zone, une pancarte. Voilà. Donc là, on est le long du halage de la Mayenne. Et donc maintenant, je vais te passer la parole pour les méthodes de lutte. Alors, vous voyez sur la photo, on voit bien que cette zone, elle est contaminée. On va parler d'une contamination. Donc, il y a certainement un stock de graines. Donc, et là, la problématique, elle est bien là. Elle est face à un usage de randonnée, une fréquence de contact potentiel avec les populations, de surveiller l'année prochaine et les années suivantes, parce qu'effectivement, il y a de la plante à cet endroit, donc elle va repousser. Alors, quelle que soit la méthode retenue, toujours le même principe, on évite que ça graine. Donc effectivement, les services sur ce secteur bien identifié devront repasser à la période de fin de printemps et arracher de nouveau et éviter que les plantes arrivent en floraison et graines. L'idée, c'est ça. Arracher et même arracher sous le collet, c'est-à-dire enlever le plus de système racinaire. Même si c'est une bisannuelle, et une fois plusieurs années passées, on épuise le stock. On peut continuer. L'idée, c'est d'épuiser effectivement la plante pour qu'elle ne se reproduise pas et que le pied qui est présent finisse par disparaître. Alors, les secteurs tondus posent moins de soucis, parce qu'effectivement, si la tonte est assez fréquente, normalement, la plante n'a pas le temps de fleurir et de grainer. Par contre, là où c'est plus problématique, c'est avec les gestions différenciées et les fauchages, et notamment les fauches tardives, où on peut, sans en avoir conscience, parce qu'on ne sait pas que la plante est à cet endroit, favoriser la floraison, la mise en graines et la dispersion. Donc effectivement, l'objectif, c'est avant tout de repérer les secteurs concernés et après d'appliquer une méthode de gestion telle que préconisée. Qui dit repérer, dit d'avoir des gens formés. Donc c'est aussi une problématique dans les services municipaux d'espaces verts. C'est que sur cette plante-là, comme beaucoup d'autres, on ne la voit pas, donc on ne sait pas qu'elle est là, même pour la propre santé de ses propres personnels. Déjà, il faut savoir où elle est
la reconnaître où elle est, et une fois qu'on a repéré les secteurs, adapter la zone de gestion. Il est évident que si on repère du panais brûlant sur un pied de haie dans un secteur où c'est simplement une voirie départementale où il n'y a pas de marche à pied possible, enfin il n'y a pas de, il y a très peu de contact, la fauche peut suffire à condition de l'anticiper avant grenaison. Mais par contre, si vous êtes comme pour l'air des gens du voyage, si vous êtes en zone immédiate de familles, d'enfants qui peuvent courir partout et autres, avant d'attendre effectivement l'extrême qui est de fermer l'aire du voyage, l'aire des gens du voyage, c'est effectivement là pour le coup d'arracher, de gérer et de prévenir et d'informer. C'est-à-dire qu'effectivement, si l'usage n'est pas supprimable, vous n'avez pas fermé un camping, vous n'avez pas fermé un parking, ça peut vous fermer une aire de randonnée, mais un simple balisage avec de la rubalise et des panneaux d'information, attention ici, plante dangereuse, et avec la photo de la plante, peut suffire. Mais voyez, avant tout, savoir la reconnaître, se former, localiser et garder la mémoire des lieux infectés, et puis mettre en place une gestion adaptée sur plusieurs années. Ça, voilà, on reprécise effectivement former, reconnaître, identifier et communiquer. Avec la particularité aussi, c'est que effectivement là où il n'y a pas d'enjeu, autant la laisser finalement. Alors, on le voit assez discrètement sur la photo, mais en fait, ça reste une plante mellifère, ça reste une plante qui peut être même intéressante au niveau point de vue biodive. Puisqu'on a là des coccinelles, des chrysopes qui se sont installés sur le panel, sur les différentes zones qu'on a pu aller prospecter. Donc, effectivement, tout à fait, même si elle cartographié. Même si elle n'a pas une protection particulière, l'idée, c'est pas de transformer effectivement l'ensemble de la commune en zone tondue. Ça serait à l'encontre effectivement, du respect de la biodiversité et même aussi en termes de coûts. L'idée, c'est bien d'adapter la gestion, c'est-à-dire que de vraiment faire le rapport où elle se situe et quels sont les usages et les risques de croisement population-plante. Alors, la chance qu'on a, je dois avouer, c'est que la floraison n'est pas une belle plante. Donc, on voit difficilement faire des bouquets avec des floraisons périgolantes, mais tout dépend. Bon, effectivement, si elle est dans des secteurs où il y a peu de risques, faut la laisser tranquille. Cette plante ne pose pas de problème particulier. Et on va le voir du coup juste la photo, la slide juste après. Justement là donc c'est la deuxième photo. On est sur l'accompagnement d'une voie empruntée. Donc là c'est surtout par des cyclistes, très peu par des piétons. Où finalement on a une première bande qui est maintenue à ras, et puis où le panais brûlant se développe, mais sur une zone un peu plus éloignée, qui ne rentre pas en contact avec, ou qui ne peut pas du coup impacter les vélos. Voilà. Et donc bien préciser aussi à chaque fois, afficher, baliser pour les interventions de gestion et se protéger avec les équipements. Vous retrouverez toujours les mêmes préconisations, c'est-à-dire on s'adapte à la biologie de la plante concernée et on s'adapte aussi aux capacités à faire de la collectivité et aux risques attendus. La logique est là. Donc c'est du coup humain à chaque fois. Alors il faut parfois se faire aider par des collectifs, par des structures comme Polynis, pour que ce soit les personnels concernés ou les élus ne partent pas dans des logiques qui seraient disproportionnées et contre-productives. J'ai également échangé avec une collectivité impactée par du panais brûlant sur des zones en plein bourg, au niveau des quelques espaces verts. Eux ont essayé des techniques de désherbage thermique. Alors pour l'instant, ils n'ont pas fait de retour parce qu'en fait, ils ont un recul qui est uniquement de 2 ans. Donc, ils n'arrivent pas encore à observer une vraie diminution
des populations de cette plante. On peut supposer que le stock de graines aussi est encore assez important. Donc, ils ont testé avec du gaz, notamment cette année. Et puis, en 2026, ils veulent tester avec de l'eau chaude. Donc là, bon, je pourrais en discuter avec eux, mais c'est vrai que pour ce premier retour d'expérience, ça leur paraissait compliqué d'intervenir ce matin, puisque pour l'instant, voilà, ils ne voient pas encore de vraie diminution de leurs interventions de gestion, mais on est au tout début. Par contre, ce qu'ils vont mettre en place, comme ils ont la gestion différenciée, ils ont une cartographie. Voilà. Du coup, ça va leur. L'idée, parler de surveillance, c'est vraiment très important. L'idée, c'est d'adapter le secteur. On peut leur conseiller d'augmenter les tontes plus rasses. Déjà, ça évitera que la plante, les graines qui poussent, reproduisent d'autres graines. Et puis, potentiellement, suite à arrachage, des semis. C'est-à-dire replanter, si c'est un espace proche de je ne sais pas moi, en plein centre de la commune, proche de la mairie ou de l'église, eh bien, carrément planter. C'est-à-dire, effectivement, vous en faites un espace vert horticole, entre guillemets, mais effectivement, vous saturez l'espace d'autres plantes, ce qui compliquera la vie aux panais brûlants. On poursuit du coup sur la fin de notre diaporama. L'idée, c'était du coup ici, après le panel brûlant, de vous présenter succinctement deux autres plantes à enjeu de santé humaine, donc la berce du Caucase. Là, on est effectivement sur les mêmes impacts sanitaires, et l'ambroisie à feuilles d'armoise, où là, c'est une problématique en lien avec son pollen. Donc, si ces thématiques vous intéressent, n'hésitez pas à revenir vers Pollenis pour devenir référent communal et vous former sur ces autres plantes à enjeu de santé humaine, puisqu'il existe en région Pays de la Loire un plan d'action régional à l'encontre donc de la berce et de l'ambroisie à feuilles d'armoise. Et il y a une formation très prochainement en Maine-et-Loire, donc n'hésitez pas à vous inscrire. Ce sera en présentiel sur une journée le 11 décembre prochain. Voilà pour les petites informations complémentaires. Je rajouterai une petite info. On a des remontées plus fréquentes sur le Datura stramoine. On s'attend à ce que ça devienne une problématique importante. En tous les cas, si vous avez un doute sur tout le monde n'est pas botaniste expert, donc si vous avez un doute sur la plante, notamment là, le panais brûlant, une photo, vous nous contactez et on vous répondra sans problème. Du coup, c'en est fini la présentation. Vous aviez donc un espace de questions-réponses pour poser vos questions. On peut également, du coup, individuellement vous laisser vos micros ouverts. N'hésitez pas à lever la main si vous souhaitez maintenant prendre la parole. J'en profite pour remercier donc notre partenaire, l'ARS, VG Police pour l'utilisation de leur plateforme Teams. Et maintenant, c'est à vous. J'ai pas de questions sur le chat. D'accord. Si vous avez des questions, si vous voulez lever la main, et j'activerai votre micro. C'est donc que nous avons été assez clairs et précis, je suppose. Ou des commentaires. Oui, voilà, je pensais à ça. S'il n'y a pas forcément de questions. Est-ce que vous avez été en contact avec cette plante? Maintenant déjà, que vous l'avez vu, est-ce que vous vous dites, ah bah oui, effectivement, cet été, je l'ai vu un peu partout ou pas du tout, ou si c'est vraiment une découverte? Bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Je suis Nalouen Viter de la mairie de Changé en Mayenne. Du coup, c'est vrai que mes collègues ont dû discuter avec vous parce qu'on en a rencontré et on a eu d'ailleurs une brûlure en avril-mai dernier d'un collègue. Tout à fait. Voilà, donc si on commence à s'en apercevoir, je pense qu'il l'identifiait pas forcément comme un risque. Mais pour autant, maintenant, ils commencent à faire attention parce que bon, ils ont eu de bons réflexes. Ils sont allés directement à la pharmacie et ils ont enlevé voilà, la sève, etc. Et ça c'est pas aggravé, on va dire. Mais c'est vrai qu'on commence maintenant à s'en rendre compte de plus en plus, ouais. Oui, effectivement, c'est avec les
les échanges avec les agents de votre collectivité qui avaient eu cette prise en compte de ce besoin d'informer, de former, de sensibiliser. Et donc, on l'a effectivement dit au début du webinaire, mais on mettra ce webinaire, on fera une communication donc régionale sur notre chaîne YouTube. On laissera à disposition ce webinaire, comme ça permettra aux techniciens, quand ils auront le temps d'aller visionner ce diaporama, de voir les photos et de s'informer. Oui, je pense que c'est intéressant. C'est vrai que là, ils sont un peu sur la période de préparation des marchés de Noël, etc. Donc, en fait, c'est un peu compliqué la période. Mais du coup, voilà, c'est pour ça aussi que je suis là et pour les informer que voilà, il y aura des choses qui sont en train de se faire et qu'ils n'hésitent pas à revisionner un peu tout ce qui s'est passé, quoi. Votre remarque me fait penser à quelque chose. Lors d'un chantier, souvent la personne qui est dans le tracteur ou la personne qui est à la débroue est souvent bien protégée. Par contre, la personne qui va ramasser les déchets, elle prend moins de protection. Et c'était peut-être à ce moment-là qu'il peut y avoir des risques. Parce que souvent, on les ramasse à bras, à la main, on les ratisse. Et comme je le disais tout à l'heure, les cas sont souvent liés à du débroussaillage et des ramassages d'éclats. Et les éclats sont encore porteurs de sel. Donc, il y a une gestion de chantier particulière à avoir en cas de présence de panneaux brûlants. Oui, et puis c'était une période où il faisait chaud aussi, donc sûrement pas hyper bien protégé non plus. Les bras nus et la difficulté d'avoir les manches longues alors qu'on est en t-shirt, ça c'est compliqué. Ouais. C'est ça. Merci. Merci. Il y a d'autres témoignages ou commentaires ou questions? Je vois aucune main qui se lève. Bon. Et dans ces cas-là, je vous propose de clôturer ce webinaire si vraiment il n'y a pas d'autres questions. Est-ce que l'ARS souhaite reprendre la parole avant de clôturer ce webinaire ou Polénis le clôture? Je vais vous laisser clôturer, mais je vais vous remercier pour ce contenu riche et détaillé et ces retours d'expérience. Et merci aux participants. Très bien. Effectivement, merci à tout le monde. On vous souhaite une bonne journée à venir et merci pour votre écoute attentive. Et puis, peut-être à très bientôt pour d'autres webinaires avec Polénis et d'autres partenaires. Merci à vous. Très bonne journée. Merci, bonne journée. Au revoir. Au revoir.